Vous en demandiez pas tant, hein, Gabriel Nadeau-Dubois? C'est très dur de garder son sérieux. On accueille Gabriel Nadeau-Dubois, qui, vous le savez, est chroniqueur société à l'émission depuis un certain temps. Mais on l'accueille ce matin dans un nouveau format, je dirais, une chronique estivale qui va s'ajouter à celle que vous faites en début de semaine. Tous les jeudis, vous serez ici pour commettre le vol du siècle, c'est-à-dire que vous allez piquer une idée géniale ailleurs sur la planète. Et on commence par l'emploi garanti en Inde. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça. C'est la première idée dont je vais m'emparer cet été. L'idée de l'emploi garanti, ça le dit dans le mot, c'est assez simple. Hein? C'est l'idée selon laquelle l'État devrait garantir un emploi à tous les gens qui le désirent. Ça peut avoir l'air un peu spécial comme idée, mais c'est pas une idée qui est nouvelle. Hein? Oui, ça a déjà été appliqué dans les années 70 aux Pays-Bas, et actuellement, il y a un programme de ce type-là qui existe dans un seul pays au monde, en Inde. C'est une loi qui est adoptée en 2005, c'est une loi qui avait d'ailleurs été adoptée à l'unanimité, qui porte un nom historique, un nom célèbre, hein? C'est le Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. C'est la première et la dernière fois que je dis le nom au complet. Donc, une loi en vertu de laquelle l'État garantit à tous ceux qui en font la demande un minimum de 100 jours de travail par année dans les régions rurales de l'Inde. C'est une loi qui est adoptée suite à une forte mobilisation des mouvements sociaux, surtout les mouvements paysans, qui dénonçaient que malgré une croissance économique nationale très forte, on le sait, hein, l'Inde c'est un des pays qui en ce moment connaît une croissance économique les plus importantes sur la planète, mais malgré ça, les zones rurales, donc les campagnes indiennes, restaient pauvres, voire s'appauvrissaient. Notamment parce que le réseau agricole était très mal en point. Donc, l'objectif de cette loi-là, c'était de combattre l'appauvrissement des campagnes, de les développer, de pallier à l'insécurité alimentaire et bien sûr de lutter contre la pauvreté. Alors, vous avez dit 2005? Oui, en 2005. OK, donc ça fait plus de 10 ans. Voilà. Le bilan est positif ou négatif après 10 ans? Pendant les premières années, on dit que les effets ont été très positifs. Hein? Il y a eu beaucoup d'effets positifs sur le plan social, tout d'abord. On assiste à une augmentation, évidemment, du niveau de vie dans les régions rurales, une réduction des inégalités entre les sexes, une réduction aussi de la migration intérieure. Il y avait beaucoup de mouvements de population à l'intérieur de l'Inde. Le projet de loi a permis de diminuer ça, mais il y a aussi des bienfaits sur le plan économique. Ça a permis d'augmenter la productivité puis la durabilité des exploitations agricoles dans les campagnes indiennes. Donc, de manière générale, ça a garanti des emplois aux gens, ça a stabilisé, ça a permis vraiment de développer les économies rurales de l'Inde. Bref, ça fonctionnait très bien, à peu près jusqu'en 2010, dit-on, selon les lectures que j'ai faites. À partir de ce moment-là, il y a des gouvernements centraux, donc à Delhi, qui vont être élus. C'est des gouvernements qui vont être généralement très hostiles à ce programme-là et qui vont se mettre progressivement à en diminuer le financement. C'est un programme qui est géré par les États indiens et le gouvernement central va se mettre à leur donner de moins en moins de financement, de moins en moins de fonds. Un peu un concept de déséquilibre fiscal qu'on connaît aussi au Canada. Donc, par manque de ressources, les États ont dû diminuer le financement du programme et aujourd'hui, en plus il y a eu aussi des phénomènes de corruption. Bref, le manque de ressources actuellement menace la survie du programme. De plus en plus de travailleurs ont de la misère à être payés. Bref, ça marchait bien au début, mais il y a eu, disons, un manque de volonté politique qui fait qu'aujourd'hui, le programme vraiment traîne de la patte. Bon, la chronique s'appelle le vol du siècle. Voilà. Si vous voulez voler l'idée, c'est parce qu'elle vous intéresse. Et est-ce qu'elle vous intéresse parce qu'elle serait applicable au Québec? Bien sûr, cette loi-là a été pensée dans le contexte très spécifique, hein, le contexte indien. Il y a beaucoup d'autres limites à la manière dont les Indiens ont construit le programme, notamment que c'est un programme qui était seulement valide pour les ménages qui habitaient dans des zones rurales. C'était un programme qui garantissait seulement des travaux manuels, donc ce qui excluait beaucoup de gens, notamment des femmes. Donc, c'est pas parfait, mais on peut quand même en retenir l'idée générale, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'État pourrait être le garant du droit au travail. Et c'est en s'inspirant de ce principe-là qu'il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui proposent de mettre sur pied, dans les pays développés, donc, un système d'emploi public garanti. Un de ceux qui se fait le porteur de cette idée-là, c'est un économiste anglais qui s'appelle Anthony Atkinson. C'est le mentor de Thomas Piketty, le célèbre économiste français. Et donc, Atkinson propose, qui est vraiment une sommité en économie, il propose donc que l'État garantisse des emplois. Et pourquoi c'est pertinent au Québec? Ben, parce qu'on le sait, au Québec, comme un peu partout dans les pays développés, on assiste à une augmentation des inégalités sociales. Un des facteurs qui provoque cette augmentation, c'est l'augmentation du chômage, qui est lui-même causé par une instabilité
de plus en plus grande du marché du travail. Donc, parce qu'on sait, grosso pour aller très vite en affaires, que les emplois classiques, donc les emplois réguliers à temps plein, sont progressivement de plus en plus remplacés par des emplois à temps partiel, par du travail atypique, donc du travail autonome, travail temporaire, et donc... Sans aucune garantie. Sans aucune garantie. Donc, si on veut minimiser le chômage involontaire, il faut une solution qui est adaptée à cette nouvelle réalité-là du marché du travail. Et pour donc cet économiste anglais, qui est vraiment une sommité en la matière, la solution, c'est un système d'emploi public garanti. OK, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? Grosso modo, Atkinson propose que l'État joue le rôle de ce qu'il appelle un employeur de dernier ressort. C'est-à-dire en cas de chômage partiel ou complet, l'État garantirait un emploi public au salaire minimum à ceux qui le désirent. Donc, par exemple, si vous êtes un journaliste pigiste, vous travaillez 20-25 heures par semaine, vous avez de la misère à arriver, vous souhaitez travailler davantage, l'État va vous garantir le nombre d'heures qui vous manque pour faire une vraie semaine de travail à temps plein en vous rémunérant à un salaire minimum qui, d'ailleurs, lui, Atkinson propose évidemment un salaire minimum qui permet de vivre dignement, donc un salaire minimum augmenté. Oui, donc, que vous travaillez dans le secteur public, dans le secteur privé, que vous soyez un travailleur autonome, l'État, donc, comble la différence pour que vous ayez une semaine de travail pleine et entière. Il faut rappeler, c'est un système volontaire. Donc, c'est les gens qui en feraient la demande, en commençant par exemple par des chômeurs à temps partiel ou des chômeurs à long terme, se verraient donc garantir un emploi. Et donc, le plus intéressant dans cette idée-là, c'est vraiment, comment dire, une volonté d'appliquer réellement, concrètement, le principe du droit au travail, celui de l'inclusion sociale par le travail. Donc, c'est un programme qui viendrait vraiment changer notre rapport à l'emploi, puis ça enverrait un message très fort. Ça enverrait le message que la société valorise le travail de tout le monde. Et ce message-là, c'est un peu l'inverse du too big to fail. Hein? C'est le message du no one is too small to fail, c'est-à-dire nul n'est trop petit pour faire faillite. Et si vous voulez contribuer à la société en travaillant, on va le garantir à tous et à toutes. Donc, c'est une idée qui est franchement révolutionnaire. On ne parle pas d'un revenu garanti, on parle d'un travail garanti. Voilà. Donc, mais là, si le gouvernement n'a pas besoin de journalistes en ce moment, est-ce qu'il peut forcer la main d'un employeur? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? C'est un système d'emploi public. Donc, évidemment, il y a toutes sortes de détails à regarder. C'est un programme dont on peut présumer la gestion serait relativement complexe. Mais je veux dire, dans le secteur public, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire. Bien sûr, l'État ne créerait pas de poste de journaliste, pour reprendre mon exemple, mais est-ce que ça pourrait être du travail de rédaction, du travail dans le système d'éducation? Je veux dire, il y a plein de choses qui sont possibles. Atkinson propose aussi que ce système-là serve à pourvoir à des postes dans des organismes sans but lucratif. C'est une idée donc très générale. Hein? On n'aura pas le temps d'aller en détail comme ça à chaque idée dont on parlera cet été, mais le concept est intéressant. C'est quoi les grandes idées qui peuvent nous inspirer, puis sortir un peu de nos ornières habituelles, comme là on parle de l'augmentation des inégalités sociales. La première solution dont on parle souvent, c'est des politiques de redistribution de la richesse. Mais là, on a un exemple d'un programme qui vient combattre l'inégalité à sa source. Donc, pas après les revenus de travail, mais au moment même d'obtenir des revenus de travail. Donc, c'est une idée qui change notre manière de voir l'augmentation des inégalités sociales. Merci Gabriel Nadeau-Dubois, gentleman cambrioleur, qui nous parlait du concept d'emploi garanti mis en œuvre en Inde.